Il y a réellement, en tout cas pour l'éducation nationale en France, à s'interroger sur la formation des enseignants. Aujourd'hui, l'enseignant n'est plus le représentant de l'État. Alors on a une dévalorisation de l'enseignant, on a une dévalorisation de la police, une glorification aussi à un moment donné des actes délictueux. Donc on fait intervenir la police à l'intérieur des écoles. En 2008, la sécurité sociale a vendu 250 000 boîtes de Ritalin. Connaissez-vous le chiffre pour aujourd'hui? On est à 1 500 000 boîtes. Wow. Ça me pose une question effectivement sur les enjeux économiques qu'il pourrait y avoir autour de ces troubles. Un article qui disait vos enfants ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à l'État. Bonjour Monsieur Nordine Sadala. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. On vous reçoit aujourd'hui au restaurant Côté Square de l'hôtel Bristol de Genève pour parler de troubles et de violences dans les milieux scolaires. Vous êtes enseignant dans une école privée, vous avez exercé aussi autrefois dans le public avec une responsabilité régionale de gestion des conflits. Ces dernières années, les établissements publics et privés ont signalé une augmentation des incidents graves dans les écoles. Cette progression s'accompagne d'une hausse des problèmes de discipline en milieu scolaire. Selon vous, Monsieur Sadala, quelles sont les causes de cette augmentation récente? Alors, c'est déjà la prise en compte de la violence. C'est pas quelque chose de nouveau dans les établissements scolaires. Il y a 20 ans, on en parlait déjà. Donc moi, comme vous l'aviez précisé, il y a 20 ans, je faisais partie d'une ce qu'on appelait la cellule Gaspard. C'est une cellule qui intervenait dans les établissements, les lycées où il y avait des grosses difficultés, ou des grosses tensions, des gros problèmes de violence. Aujourd'hui, encore les dernières études démontrent qu'il y a une augmentation des violences. Je pense que déjà dans un premier temps, les diagnostics, les recensements des actes de violence, ils se sont peaufinés, affinés. Il y a eu une époque où on les a beaucoup cachés aussi. Ça, c'est le premier constat que je faisais, ou en tout cas, il y a 20 ans, quand j'avais fait ma formation dans le domaine, c'était ce qu'on nous avait appris. Moi, ce que je peux constater, c'est qu'on a un seuil de tolérance à la violence aussi qui a beaucoup diminué dans nos sociétés aujourd'hui. La moindre petite incorrection, la moindre petite insubordination peut être aussi qualifiée comme un acte violent. L'acte de désobéissance, parfois pour certains, peut être considéré comme un acte de désobéissance. Moi, j'ai le sentiment que les enseignants, en tout cas en France, je passe du tout cette perception dans les établissements en Suisse, en tout cas en France, que les enseignants sont de moins en moins armés pour gérer les dynamiques de classe. Avant, on avait l'UFM, donc l'Institut universitaire de formation des maîtres, qui a disparu. J'ai appris aussi que on pouvait être secrétaire de direction, puis changer de carrière et en quelques mois devenir enseignant. D'ailleurs, il y avait eu une enquête d'une journaliste qui s'était fait passer pour une secrétaire de direction et puis qui avait postulé dans l'éducation nationale. Et en 3 mois, elle s'est retrouvée à un moment donné face à une classe et face à une dynamique de classe. Donc je pense qu'il y a réellement, en tout cas pour l'éducation nationale en France, à s'interroger sur la formation des enseignants et sur leur capacité à pouvoir gérer les interactions qu'il peut y avoir entre les élèves. La gestion de la violence, c'est pas c'est pas à l'instant T. Soit ça se prévient, ou soit ça se traite après. Sur l'instant T, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ces 20 dernières années? Notre société a évolué. Les jeunes ont accès de plus en plus à du contenu multimédia. Ce contenu multimédia, malheureusement, c'est pas le meilleur qu'ils retiennent. On voit de plus en plus sur les réseaux sociaux de la violence, sur TikTok, sur Telegram, sur Facebook.
Et puis les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils reproduisent aussi à un moment donné ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux. La violence, c'est celle aussi qu'ils connaissent dans leur quartier, dans leur ville, cette fameuse violence symbolique de Bourdieu, à un moment donné qu'ils retournent parfois contre eux-mêmes, ou alors qu'ils vont reproduire dans cette institution qui est l'école. Autre élément, ces dernières années, malheureusement aussi, nos politiques en France sont fortement dévalorisés. Le métier d'enseignant. J'aime pas trop comparer, mais à titre indicatif, l'enseignant, ça vaut encore quelque chose, par exemple, dans les pays en voie de développement. Ou alors, ça vaut encore quelque chose en Suisse. Et il suffit de voir aussi à un moment donné le traitement de salaire. Voilà. Donc, quand on dévalorise aussi à un moment donné une fonction, on dévalorise aussi son institution. Il ne faut pas s'étonner à un moment donné que les élèves ne respectent pas effectivement cette institution et ses enseignants. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire par les hommes politiques en France, de revaloriser l'image de l'enseignant. Alors je pense qu'en revalorisant l'image de l'enseignant, ce serait un moyen effectivement de diminuer la violence dans les établissements scolaires. Vous avez parlé des politiciens. Est-ce que les médias aussi ont un rôle à jouer dans le rôle de l'enseignant, enfin dans la vision que les gens, la société a de l'enseignant de façon générale? Tout à fait. Je veux dire, après c'est une question, c'est vraiment une question sociétale qui se pose sur l'image de l'enseignant, sa place dans la société. Et je pense que la revalorisation de l'enseignant, forcément, va passer aussi par la manière dont les médias traitent aussi l'enseignant, l'école, dans une plus large mesure. Après, effectivement, il y a beaucoup d'études qui ont porté sur cette question, et notamment sur la question de la structure sociale des familles. Alors, ce qu'on a pu s'apercevoir aussi ces 30 dernières années, c'est que les structures familiales se modifient. Alors, ça ne veut pas dire parce qu'on est issu d'une famille où il y a des problématiques que forcément on va produire de la violence. C'est pas parce que on est issu de parents divorcés qu'on va être forcément voilà. Par contre, il y a des études qui ont montré qu'il y avait des corrélations. Voilà. Comme il y a des études qui peuvent montrer des corrélations, après on trouve de tout, qui vont montrer peut-être des corrélations entre une appartenance culturelle et puis la violence. Donc, voilà. C'est à prendre effectivement. Moi, je pense que ces éléments sont à prendre effectivement avec des pincettes. Mais ils peuvent quand même donner une indication sur le délitement d'une société, d'une certaine structure qu'on avait autrefois et qui se perd quand même un peu. Tout à fait, ouais, le cadre familial, avec les deux parents, une structure effectivement posée, cadrée. Alors, après, d'un autre côté, ça ne veut pas dire parce qu'on a les deux parents que c'est forcément structuré et cadré. Mais bon, en tout cas, les études ont montré cette corrélation. Tout à fait, oui. D'ailleurs, aux États-Unis, je crois, il y a des études, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais dans les années 60, qui montraient déjà que les familles divorcées avaient tendance à donner lieu à des situations où les enfants, alors les garçons deviennent plus violents et les filles ont tendance à tomber enceintes avant le mariage. Enfin, voilà, c'était des études dans les années 70. Tout à fait. Le nombre d'enfants aussi, plus on aurait effectivement de frères et sœurs et plus voilà. Donc il y a toutes ces corrélations qui pourraient être faites. On a aussi en Suisse et en France des observations qui ont été faites ces dernières années sur l'augmentation des troubles dyslexie, dysorthographie, dyscalculie et du TDAH, donc le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité chez les enfants et chez les adolescents. Est-ce que là aussi vous pensez que cette augmentation elle est liée à peut-être des calculs parfois un peu biaisés, ou est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a eu une augmentation de ce genre de troubles ces dernières années ? Alors, de mémoire, la première étude sur le TDAH, et ça portait pas forcément ce nom, une étude médicale proprement dit, où on a un traité dessus, où sont exposés en tout cas les symptômes du TDAH, mais on l'appelait pas encore comme ça à l'époque. Il doit dater de 1775. Ah d'accord, ok. Donc cette question à un moment donné du comportement,
des enfants un peu agités, qui s'ennuient parfois, qui sont pas attentifs, parfois un peu maladroits, parfois un peu violents, parfois un peu angoissés. C'est pas quelque chose de nouveau. On y a toujours prêté attention. Mais sans forcément y mettre un mot sur ce qu'il pouvait traverser, sur ce qu'il pouvait avoir. Ces dernières années, ces 30 dernières années, cependant, les études ont progressé. Les études en psychologie, en pédiatrie, en neurosciences, et qui on conduit aussi à produire tout un écosystème de prise en charge aussi. Donc, je crois que la question, en tout cas, la question du TDAH, c'est professionnaliser. Les études se sont multipliées, les diagnostics se sont multipliés et affinés. On en apprend encore sur les diagnostics du TDAH. Aujourd'hui, on en est aussi à savoir si on a affaire à un TDAH ou si on a affaire à un haut potentiel, parce qu'il s'avère aussi que dans le cadre du diagnostic, ceux qui posent le diagnostic s'aperçoivent que parfois les symptômes peuvent être identiques. Donc c'est pas parce qu'on s'ennuie, c'est pas parce qu'on a de l'inattention, c'est pas parce qu'on est agité ce qu'on est forcément TDAH. Ça peut être aussi les symptômes d'un haut potentiel. Donc on voit bien que la science dans le domaine évolue. Le TDAH, par contre, effectivement, il y a, ça relèverait. Alors, du coup, je suis pas médecin, mais ça relèverait d'un problème de développement cérébral. Voilà. Donc là, la chose est posée. Autre chose, c'est que les enseignants sont de plus en plus sensibilisés aussi au repérage. Et les font remonter. Donc du coup, ils sont beaucoup plus sensibles à ces questions-là et retransmettent aussi aux parents. Les parents eux-mêmes sont de plus en plus attentifs, effectivement, à ce type de diagnostic. Bon, ils ont besoin de réponses, savoir pourquoi, à un moment donné, leurs enfants s'ennuient, pourquoi leurs enfants sont inattentifs, pourquoi leurs enfants sont parfois agressifs, pourquoi ils courent dans tous les sens, et puis pourquoi il y a des difficultés dans le processus d'apprentissage. Ça peut aussi correspondre à ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est les reconfigurations aussi de la cellule familiale. On n'a plus des grandes familles de 6, 7, 8 enfants. Aujourd'hui, on en a un et on est beaucoup plus attentif effectivement à son développement et ce qu'il peut vivre aussi au sein de l'école. Oui, vous amenez plein de nuances, en tout cas c'est très intéressant. Je voulais juste vous poser une question par rapport à justement cette sensibilisation au repérage, hein, les enseignants qui sont de plus en plus sensibles à tout ça. On a des professeurs qui sont allés jusqu'à se plaindre d'être devenus les seules références en cas de troubles 10, donc de dyslexie, et ils sont de plus en plus sollicités pour poser eux-mêmes des diagnostics. On les laisse un petit peu face à eux-mêmes et puis ils sont plus autant soutenus qu'autrefois par des professionnels. Ce sont des ouïe-dire, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez déjà ressenti qu'une telle responsabilité vous incombait ? Alors, moi, je vais parler là aujourd'hui d'où je suis, dans l'école où je travaille. J'ai la chance de travailler avec les parents et les professionnels qui entourent l'enfant et puis la direction. Donc on est souvent en réunion, visio, surtout en début d'année, parce qu'on a aussi des parents
qui sont parfois un peu inquiets, notamment sur certaines matières, le français, les mathématiques, voilà les deux, on va dire, matières les plus importantes, en tout cas pour ceux qui sont en études secondaires. Moi, j'ai pas le sentiment que les parents avec qui j'ai pu travailler nous renvoyaient la patate chaude, en fait. Pas du tout. Ils étaient surtout inquiets de savoir si on allait jouer le jeu et participer effectivement à mettre en place le protocole qui avait été établi, qui pourrait être établi, puis comment on pouvait le mettre en place. Je crois que les parents ont besoin d'être rassurés. Et du coup, par effet domino, rassurer l'enfant. Bien, je veux dire, si l'enseignant a compris ça, la relation avec le parent ou avec le professionnel, normalement, doit bien se passer. Alors, il peut y avoir un risque. C'est qu'à un moment donné, on fasse tout reposer sur l'enseignant. La réussite de l'enfant repose essentiellement sur l'enseignant. La mise en place du protocole pour la prise en charge effectivement de ces troubles repose essentiellement sur l'enseignant. Moi, je pense qu'il faut cadrer les choses très vite et en faisant des réunions régulières, tripartites. C'est un environnement, c'est un système et faire participer l'ensemble des acteurs. Vous parlez d'une solution tripartite. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour venir en aide à ces élèves qui ont justement des troubles du comportement, des difficultés scolaires considérables? Comment aider les élèves qui ont des soucis de façon générale? Oui, alors moi effectivement, je fais confiance aux professionnels. Donc le professionnel qui me dit qu'il faudrait mettre en place l'outil informatique ou numérique pour cet élève qui rencontre des problèmes de dyslexie, de dyscalculie, de dysgraphie, de dyspraxie. Je suis preneur, c'est lui le professionnel. La question, c'est comment moi j'adapte effectivement les outils que j'utilise dans ma classe et comment je les transforme pour que l'élève se les approprie. Alors effectivement, ça nécessite un petit peu de travail. Parfois, il faut... Je vais partir sur des questions très concrètes. Parfois, il faut changer le format. C'est-à-dire, au lieu d'être sur du Times, il faut que j'agrandisse. En plus grand, du Times 12, il faut que je le mette en 14. Il faut que je le mette en gras. Il faut que je le mette en rouge. Il faut que je structure aussi à un moment donné mon cours, parce qu'il a besoin aussi à un moment donné d'une structuration claire. Il faut éviter effectivement d'avoir des textes sur deux parties. Vous savez, c'est avec des colonnes, donc il faut que ça soit qu'une seule colonne. Voilà, il y a une prise en compte à un moment donné une dizaine, 10-12 points. Donc ça doit nous amener à un moment donné à modifier nos cours. Voilà, grosso modo, ça nous fait une petite charge de travail supplémentaire, mais qui peuvent facilement s'intégrer ensuite dans les outils qu'eux-mêmes utilisent. Et concernant l'augmentation de la violence, des troubles du comportement, quelles solutions est-ce que vous proposez, vous, en tant que personne du métier? L'élève qui explose, parfois ça ne prévient pas. Alors, il y a deux choses. Soit on sent les choses venir. Et là, on peut être dans l'anticipation. On peut anticiper à un moment donné une montée en pression. Ça, c'est ce qu'on appelle le T-1. Encore faudrait-il effectivement être expérimenté, avoir une expérience des dynamiques de groupe, sentir aussi, être en capacité de pouvoir sentir sa classe. Sentir sa classe, c'est de voir qu'effectivement, les têtes qui rentrent, c'est
c'est pas les mêmes têtes que d'habitude, quoi. Il y a quelque chose qui cloche. La manière dont il jette son cartable, la manière dont il tire sa chaise, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. À ce moment-là, on peut anticiper. C'est-à-dire lui demander effectivement de sortir 2 minutes, d'aller discuter, lui demander d'aller se rafraîchir, etc. Parfois, ça évite effectivement des actes et des débordements possibles, entre guillemets. Par contre, on ne sait pas quand ça peut intervenir. Quand, à un moment donné, l'enfant va passer à un acte où il va lever la main ou insulter son camarade, à considérer que l'insulte est une violence. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on classifie dans violence ? Je pense que les enseignants ne sont pas assez formés sur ces questions-là. Après, ils sont parfois ric-rac dans leur truc, et puis... Mais après, on leur en demande beaucoup aussi. Hein. Ils sont focus, on est focus, on est sur le charbon tous les jours, et c'est très difficile aussi d'être sensible à ce type de situation. Et puis, il y a les enseignants qui veulent pas gérer. Ça, c'est une vérité aussi. La violence nous fait peur, j'ai pas envie de la gérer, ni en T-1, ni à l'instant T, ni à l'instant T+1. Voilà. Je crois qu'il y a 3 temps dans la gestion de la violence. Le T-1, l'instant T, au moment où ça intervient, c'est-à-dire comment je réagis, je m'interpose, je sépare, je sécurise. Puis l'instant T+1, c'est-à-dire que je reprends les choses à un moment donné avec les protagonistes, pour reconstruire l'histoire, et puis éventuellement prendre des mesures de sanctions et qu'elles soient compréhensibles pour plus qu'elles se réitèrent. Voilà. C'est un job d'être enseignant. Ouais. En tout cas, on voit que vous avez de l'empathie et une vision peu culpabilisante, je trouve, parce qu'on entend beaucoup d'enseignants aujourd'hui qui disent que c'est de la faute aux écrans, c'est de la faute à la société, les jeunes générations sont complètement dépravées, on ne sait plus quoi en faire. Vous avez vraiment vous mettez l'accent sur la responsabilité de l'enseignant et sur le manque de formation de certains enseignants vis-à-vis de la gestion des conflits. Voilà, certains n'ont pas les ressources, c'est ça que vous dites en fait. Pour moi, les ressources doivent être fournies par l'institution. Voilà. Par l'État aussi. La formation, l'accompagnement. On peut faire de la prévention. Mais effectivement, ça aussi, ça a un coût. On peut prendre le temps aussi pour faire de la prévention. Mais ça aussi, ça a un coût. Et... Je pense qu'on est aussi dans ces calculs-là, hein, malheureusement, là je parle pour l'éducation nationale, de rationalisation, et on passe à côté peut-être de choses importantes. L'absence de moyens, je pense que est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui on a du mal à faire face et à lutter contre ces phénomènes de violence. Parfois, il y a un manque de courage. Voilà, des guerres de gangs, de quartier qu'on va retrouver ou qui vont se reproduire parfois à l'intérieur de l'école. Ça arrive. Vous avez vu ça par le passé quand vous étiez dans le public? Oui. Est-ce que vous pensez que les institutions, elles donnent plus les ressources et les clés, peut-être les valeurs aussi qu'il y avait peut-être par le passé aux enseignants pour... On en est arrivé aujourd'hui à dire, parfois sur certaines situations, c'est plus l'institution qui gère, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est la police qui doit intervenir. Donc on fait intervenir la police à l'intérieur des écoles. Donc aujourd'hui, l'enseignant n'est plus le représentant ou un représentant de l'État. Il fait plus autant impression. Tout à fait. Il impressionne plus autant. Alors on a une dévalorisation de l'enseignant, on a une dévalorisation de la police, on a
glorification aussi à un moment donné des actes délictueux. Moi, j'oserais dire, on est presque aujourd'hui à l'image de notre société. Hein. Celui qui est au top, c'est celui qui fait le buzz. Hein. Voilà, il suffit de voir les dramas dans les téléréalités, de voir les dramas sur TikTok ou les réseaux sociaux. C'est vrai que le méchant est vu comme le fort et puis le gentil est toujours vu comme un faible dans les, dans les idées reçues aujourd'hui. Tout à fait, il y a ces rapports-là aussi qui jouent. Je vous propose qu'on revienne un petit peu sur les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. La Ritaline, c'est le médicament qui est utilisé pour contrer ces troubles et elle contient de la méthylphénidate qui est une drogue stimulante que la FDA américaine classe au même titre que la cocaïne, les amphétamines, la morphine. Ça m'a surprise quand j'ai vu ces données. Elles sont utilisées dans certains cas, mais la naturopathe Delphine Héritier de Barros, qui exerce ici à Genève, elle est spécialisée dans la prise en charge naturopathique des enfants TDAH. Elle rappelle que ces médicaments ne sont pas inoffensifs sur notre système. On a certains troubles psychiatriques qui ont été rapportés, aggravation de l'anxiété, dépression, comportements anormaux, symptômes psychotiques ou maniaques, des tics et même des hallucinations. Qu'est-ce que vous pensez de ces données? Ça vous parle? Ça fait peur. ça fait peur, ouais. Oui, je pense qu'il y a des traitements effectivement alternatifs à la Ritaline. Je pense au safran, je pense qu'elle devait faire référence aussi au safran. Je sais qu'il y a l'université de Fribourg aussi qui réfléchit, qui mène des études sur des traitements alternatifs aussi de prise en charge du TDAH sans effectivement traitement médicamenteux. L'OMS en 2021 ou 2022 préconise de ne pas prescrire de la Ritaline. Alors elle préconise, elle n'interdit pas, elle préconise de ne pas prescrire de la Ritaline. Il y a plusieurs études américaines effectivement qui vont aussi dans le sens-là. Autre élément, 2008, là je vous donne les chiffres pour la sécurité sociale en France. 2008, la sécurité sociale a vendu 250 000 boîtes de Ritaline. Connaissez-vous le chiffre pour aujourd'hui? On est à 1 500 000 boîtes. Wow. 1 500 000 boîtes. Donc il y a un enjeu économique. Voilà. Il faut se mettre à la place aussi à un moment donné des laboratoires pharmaceutiques. Alors, est-ce qu'il faut mettre ça en corrélation avec le fait qu'on augmente les diagnostics, qu'on pousse au diagnostic? Aujourd'hui, on serait aussi probablement tous TDAH, hein. Ouais. Ça, il faut le savoir. J'apprends aussi qu'on peut être TDAH à 50 ans, 70 ans. Il serait peut-être intéressant d'aller vérifier si on n'est pas TDAH. Bon, je pense que... Il faut revenir à notre enjeu sociétal, c'est-à-dire notre jeunesse, et à un moment donné, son bien-être dans le cadre de son processus d'apprentissage. Donc il faut recentrer, moi, me semble-t-il, le débat sur cette question-là. Voir effectivement qu'on passe de 250 000 boîtes à 1 500 000 boîtes, moi, ça m'interroge. Voilà. Ça me pose une question, effectivement, sur les enjeux économiques qu'il pourrait y avoir autour de ces troubles. Traitement palliatif, moi je suis pour. Je suis pour le bio à 200%. Alors, pour expérience, j'ai en tête l'histoire d'un jeune homme qui se souffre de ce TDAH et qui a aussi un traitement, la Ritaline. Pour lui, c'est salvateur.
parce qu'il a eu plusieurs accidents, plusieurs blessures. Il est conscient effectivement que ce trouble a engendré des conséquences même physiques sur lui. Plusieurs cicatrices, enfin, voilà. Donc la Ritaline, moi c'est son retour, me dit ça l'a sauvé. Voilà. Donc, et il est passé aussi par plusieurs phases. C'est-à-dire qu'il l'apprend depuis qu'il a 10, 11 ans. Aujourd'hui, il est bien plus grand, mais il y a eu une période très difficile quand il était adolescent. C'est-à-dire qu'au moment de l'adolescence aussi, les dosages n'étaient pas bons, et ce qui engendrait aussi à un moment donné d'autres problématiques, et dont certaines que vous citiez. Je pense qu'on en est qu'au début des études sur la Ritaline et des conséquences que cela pourrait avoir effectivement chez les jeunes qui l'apprennent. Faut être prudent. Il y a eu une discussion en France récemment sur l'interdiction des téléphones portables à la maison, qui pourrait être une solution alternative justement à la prise médicamenteuse. Elle aurait un effet positif sur les troubles comme les TDAH. Elle pourrait diminuer la violence, le fait de justement limiter l'accès au téléphone portable. Est-ce que vous pensez que c'est une solution qui est viable, ou est-ce que l'État va trop loin en faisant ce genre de proposition ? Bon, dès que l'État veut rentrer dans la maison, c'est toujours compliqué. Voilà, ça c'est... On nous limite suffisamment nos libertés pour encore accepter un État effectivement qui vienne et puis qui nous dit tu regardes la télé 2 heures, tu dois respirer 10 heures. Enfin, voilà, c'est bon. Et je crois que c'est le docteur Tisserand qui avait travaillé sur ces questions d'écran et de temps d'exposition aux écrans. Ce qu'il faut considérer, c'est que pour un enfant, en tout cas en dessous de 3 ans, ça demande un effort neurologique excessif. Donc ça, toutes les études le démontrent, et notamment des études américaines. En dessous de 3 ans, pas d'exposition aux écrans. Voilà. Ensuite, on vous dit, à partir de 6 ans, donc entre 3 et 6 ans, il peut y avoir effectivement la télé, grosso modo. Entre 6 et 9 ans, il peut utiliser effectivement une tablette ou un téléphone ou une PlayStation. Et au-delà de 9 ans, il peut être sur Internet. Grosso modo, c'est plus ou moins la règle admise, ou les préconisations, notamment qui sont faites par l'OMS d'ailleurs, sur ces questions-là. D'autres iront plus loin en vous disant non, il faut même interdire les écrans jusqu'à 6 ans, jusqu'à 9 ans, et puis limiter au minimum l'usage et l'utilité de ces outils. Et encore une fois, il y a eu une étude qui a été faite sur les collégiens d'ailleurs, et sur le temps d'utilisation des téléphones portables ou des tablettes, etc. Et on s'est aperçu qu'effectivement, que les élèves qui utilisaient leur téléphone ou leur tablette 1h30 par jour, leurs notes baissaient de manière considérable. Voilà. Donc il y a une corrélation. Il y a une corrélation entre le temps d'utilisation de ces outils et effectivement la réussite scolaire. Ça, c'est établi. Voilà. Donc qu'on veuille les limiter, pour moi, c'est une très bonne chose. Moi, me semble-t-il, c'est plus aux parents. Moi, je pense qu'il ne faut pas les déresponsabiliser de ça. Faire une loi pour dire on interdit ces outils aux enfants, quelque part, on déresponsabilise les parents. Peut-être que les parents, à un moment donné, n'arrivent plus à retirer la tablette aux
aux enfants. Parce que l'addiction est déjà ancrée. Mais oui, mais l'addiction, elle va très vite. Moi, je comprends aussi les parents qui sont démunis. Il suffit d'une semaine sur une tablette et puis essayer de lui enlever le téléphone portable ou la PlayStation. Et vous allez voir effectivement les crises, les cris, les bras qui se lèvent. Voilà. Pour moi, il y a danger quand il commence à y avoir un décrochage au niveau scolaire. Il y a danger quand il commence à y avoir, quand l'enfant commence à rentrer dans un processus de désocialisation. Quand il commence à dire à ses camarades non mais allez-y, moi je viendrai plus tard jouer au foot avec vous, et qu'il est sur sa partie ou sa PlayStation, là il y a danger. C'est-à-dire qu'il va favoriser à un moment donné sa tablette ou son téléphone plutôt que d'aller s'amuser dehors avec ses camarades. Moi, il faut que ça soit sous contrôle. Et le plus tard, c'est le mieux. Après, je ne donnerai pas de tranche d'âge, mais si je suis en capacité de pouvoir empêcher mon enfant jusqu'à l'âge de 13-14 ans, être en capacité de pouvoir gérer son utilisation jusqu'à 13, 14, 15 ans, je le fais. Et après, ça dépend effectivement des rapports au sein des cellules familiales et puis des capacités des parents à pouvoir le faire. Mais les déresponsabiliser, c'est pour moi, déresponsabiliser les parents sur cette question-là, c'est les infantiliser. Oui, et l'État veut de plus en plus, j'ai l'impression, prendre le rôle du parent sur plusieurs questions. Il y a des parents qui ont de moins en moins, ils ont cette sensation. Il y en a qui se plaignent d'avoir de moins en moins d'emprise sur certaines décisions, notamment l'éducation sexuelle. Je sais que c'est un point, c'est pas le débat aujourd'hui, mais il y a de plus en plus de parents qui voudraient pouvoir continuer à gérer eux-mêmes cette partie de l'éducation de l'enfant. Et l'État s'est vraiment arrogé le droit de le faire et l'a imposé. Alors vous n'êtes plus dans les écoles publiques, du coup peut-être ça vous concerne moins, mais c'est vrai que les parents se plaignent toujours plus de ça. Exactement. Il y a même eu un projet de loi, me semble-t-il, qui avait fait un tollé en France. Et notamment un article qui disait vos enfants ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent à l'État. C'est un peu dans ce sens-là. De toute manière, ils ne nous appartiennent pas. Donc, c'est nous qui allons dire à un moment donné aux parents ce qu'ils doivent faire avec eux. Il y a une autre question qui est vraiment un sujet d'actualité brûlant, c'est la question de la laïcité dans les écoles. L'État souhaite imposer dans les écoles de façon toujours plus évidente cette laïcité. Certains professeurs qui ont souhaité récemment transmettre des valeurs à leurs élèves ont été rappelés à l'ordre et sommés de ne plus intervenir en mentionnant certains héritages culturels ou certaines valeurs morales qui sont liées à la religion ou à toute forme de croyance spirituelle. On sait pourtant que les valeurs morales, elles étaient transmises autrefois dans les écoles par le biais du catholicisme. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et on sait également que ces valeurs morales, ou les valeurs morales de façon générale, pas que celles du catholicisme, sont nécessaires au bon fonctionnement de la société. Est-ce que l'État ne va pas un peu loin avec son plan sur la laïcité, où il y a des sanctions maintenant contre les professeurs? Que ce soit en France ou en Suisse, il y a une obligation de neutralité pour l'enseignant. En Suisse, c'est clair. En France, pareil. On ne doit pas afficher son appartenance religieuse de quelque manière que ce soit. Ni dans sa tenue vestimentaire, ni dans ses attributs, ni dans le discours qu'on peut tenir avec les élèves. Ça, c'est la loi. La question que vous posez, c'est, du coup, comment on transmet des valeurs morales? Non, mais je pense qu'on peut transmettre des valeurs morales sans forcément aborder le fait religieux. On peut les aborder au travers du fait historique. On peut les aborder en étudiant Phèdre. On peut les aborder en étudiant Antigone.
par exemple, de Jean Anouilh. C'est possible. Le dilemme moral, le dilemme civique qui se pose, la question du droit, de la raison, de la religion aussi. Antigone, elle est pieuse, elle est fortement attachée à sa religion et elle veut enterrer son frère dignement. À ce moment-là, effectivement, on peut parler de valeurs morales, des principes religieux. Je crois que, par contre, effectivement, en faire un cours, ou même un cours comparé, c'est toujours très délicat. D'autant plus dans nos sociétés actuelles, aujourd'hui, et dans le contexte j'oserais dire même mondial qu'on connaît aujourd'hui. On ne peut plus traiter de la question de l'islam, du judaïsme, du catholicisme, sans qu'on nous renvoie soit à des conflits, ou soit qu'on nous renvoie à un moment donné à un positionnement. Vous voyez ? Donc, je pense qu'il y a plein d'autres outils dans les matières de l'enseignement qui nous permettent de faire de l'éducation morale. D'ailleurs, il y a même une matière en France qui s'appelle éducation morale et civique, où on rappelle des principes républicains, des principes démocratiques, des principes de citoyenneté, des principes de mieux vivre ensemble, et qui reposent sur des valeurs morales qui sont communes. Mais vous le disiez vous-même, c'est finalement vouloir partager l'idée qu'on peut faire société ensemble. On peut en discuter sans prendre un prophète en exemple ou une religion particulière. Alors, sur ce principe, à un moment donné, d'un rappel à la loi, moi, j'y vois pas du tout d'inconvénient. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que l'immoral ne soit pas sanctionné. C'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire que on laisse peut-être arriver en classe des filles qui sont quasiment en bikini. C'est de plus en plus le cas. Il y a de moins en moins de contrôle sur les tenues vestimentaires. Alors, vous voyez, paradoxalement, et c'est là où moi j'ai été aussi quelque part étonné, surpris de voir que l'État français, par exemple, sur cette question-là, elle a réagi. Et elle proposait aussi de faire une loi pour faire en sorte que nos jeunes filles ne s'exposent pas de manière complètement dévêtue. Ça, je suis désolé, mais c'est des principes moraux. Dans l'école où je suis, il y a dans le règlement intérieur la tenue vestimentaire aussi respectueuse. C'est noté. Et on doit la respecter. Je suis vachement attaché, effectivement, à ces principes moraux. Je pense que la laïcité, elle, en tout cas pour l'éducation nationale, doit être garante de la transmission de ces valeurs. C'est très intéressant. En tout cas, merci de rappeler que les valeurs sont nécessaires à l'école. C'est aussi une transmission dont les enfants ont besoin. On ne peut pas se limiter à transmettre un enseignement. Les valeurs morales sont aussi essentielles, donc c'est très important que vous le souligniez. C'était intéressant d'avoir votre vision aussi de la jeunesse actuelle qui est très peu culpabilisante, je trouve, et c'est rafraîchissant dans ce paysage médiatique qui a tendance des fois à s'en prendre un peu aux nouvelles générations. On voit que les responsabilités de l'enseignant, des parents et de l'État ne sont pas des moindres, et c'était un bon rappel avec vous aujourd'hui. Donc je vous remercie, Monsieur Sadala, pour cette discussion intéressante. Merci. Et à très bientôt, j'espère, pour poursuivre la discussion. Merci pour tout, merci pour votre invitation, puis au plaisir. Voilà, n'hésitez pas à me ressolliciter, je reviendrai me prêter à l'exercice avec plaisir.